Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir Laurent Bourrelli. Laurent, comment ça va? Ça va bien, écoute, je peux Super, pas me plaindre, je suis vivant, c'est le plus important. c'est clair. Antoine, ça va aussi? Ouais, salut Laurent, merci pour ta venue sur le podcast et salut Paul, et très content ouais, aussi de tourner cet épisode aujourd'hui. Trop cool. Avant qu'on entame le vif du sujet, je vais rappeler très brièvement les performances du podcast. On est à 1740 abonnés sur YouTube, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui prennent le temps de commenter pour aider le référencement des vidéos. Sur Spotify, on est à 106 avis 5 étoiles. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'évaluer l'émission avec les 3 petits points tout en haut. Merci aussi aux personnes qui laissent des commentaires sur Spotify. C'est un peu plus rare que sur YouTube. On va pas sur Spotify pour laisser des commentaires et lâcher le volant de la voiture pour faire ça en pleine route, typiquement. Mais merci à ceux qui le font. On répond à tout le monde. C'est l'occasion pour vous de poser aussi vos questions SEO. Je rappelle les sponsors du podcast. Donc, on a Tot SEO, O2 Switch et Linkuma qui nous soutiennent. Un grand merci à ces 3 marques. C'est avec plaisir qu'on les met en avant. Linkuma, pour les backlinks un peu low cost à partir de 7 euros, fonctionnalité de délégation de campagne, etc. O2 Switch, donc l'hébergeur web français qualitatif. D'ailleurs, ils viennent de lancer de nouvelles offres, donc j'en profite pour vous dire ça. Ils ont remanié un peu leur offre unique où vous pouviez plugger en fait différents noms de domaines sur un même hébergement. Et ils ont fait 3 déclinaisons maintenant tarifaires pour répondre à plus de besoins. Donc, je vous invite à checker ça si ça vous intéresse. Et donc, Tot SEO, outil d'assistance sémantique et intention de recherche. Si vous souhaitez gagner du temps, vous n'êtes même peut-être pas à l'aise avec ces notions-là, ces process-là, c'est un outil qui peut vraiment vous aider. Vous avez 3 liens qui se trouvent dans la description. Pour passer du coup au vif du sujet, moi, j'avais une première question pour toi, Laurent. De toute manière, on a les questions prévues dans le plan et puis je pense qu'on aura, un échange plutôt en réalité, très fluide, et spontané où on aura des questions qui vont nous venir en tête. Mais la première question, moi, je voulais savoir, c'était à quoi t'es-tu intéressé en premier entre le branding et le SEO? Est-ce que tu as eu des intérêts qui sont arrivés à peu près en même temps ou est-ce que tu as peut-être d'abord eu un intérêt pour le branding, d'abord pour le référencement? Ouais, j'ai fait mes études à New York et le truc à la con, c'est j'ai fait un cursus, sciences politiques et quand tu veux légalement travailler aux États-Unis et que tu as fait tes études, tu dois ensuite en fait, choisir un job. C'est logique, dans le domaine de tes études. Qu'est-ce que tu fais avec Sciences Po? Il y a pas de métier. J'aurais fait un major business, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, j'étais en pirate, à New York après mes études et j'avais, pendant mes études, gagné beau de l'argent. J'avais déjà compris la loi de l'offre et la demande en organisant des soirées. Mmh. Donc ensuite, quand j'ai continué à faire ça pour vivre. Et je suis assez rapidement monté en grade dans le monde de la nuit à New York pour être directeur artistique d'une boîte qui s'appelait Le Tunnel. Et je OK. travaillais pour le roi de la nuit qui s'appelle Peter Gation. Euh, Lui aussi a été déporté des États-Unis comme moi plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Donc pourquoi? Aux États-Unis, tu sais bien que on a plusieurs jobs. Et la journée, plutôt en fin d'après-midi, je travaillais pour une agence de branding OK. qui travaillait déjà sur ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, on les appelait les leaders d'opinion à l'époque. Mmh. Et là, on parle des années 90. J'ai eu mon diplôme en 94 et j'ai commencé le SEO en 2004. Donc, avant le SEO, j'avais déjà une décennie d'expérience en branding. Bon, déjà, branding, il y a l'identité de marque, hein, le logo, le nom, machin. Et puis après, il y a faire la promotion de la marque. C'est plutôt ça dont on parle. Mmh. Donc, oui, c'était d'abord branding et marketing. Et pour déjà, spoiler par rapport à mon style de communication, à l'école new-yorkaise de l'East Village, bref, un peu hardcore, quoi, pas pour les bisounours. Du branding à la new-yorkaise, si tu vois ce que je veux dire. OK, trop bien et du coup, c'était quoi un peu tes premiers pas dans le personal branding justement? Ou tes premières actions ou
Le moment où tu as Alors, commencé à parler en J'ai ton nom. commencé, moi, le SEO en 2004 sur un malentendu. Je traînais sur un forum qui s'appelle, je crois toujours, il doit exister, Webmaster Hub, et il y a eu l'organisation d'un concours SEO. Donc, je m'intéressais déjà à SEO. J'avais déjà rencontré Olivier Dufay, on dit Dufay, pas Dufès, de WebRank Info en 2003. Donc, déjà 2003, j'en faisais, mais début 2004, c'était le deuxième concours SEO au monde qui s'appelait Mangeur de cigogne. Et c'est là que j'ai, pendant 3 mois, tout compris, en fait. Quoi et comment filer à bouffer à Google. Et puis c'était... Après, c'est pas glorieux. Tu fais n'importe quoi 24 sur 24, 7 jours sur 7 pendant 3 mois, pas cligner de l'œil, en plus en t'amusant, que ce soit jouer du violon ou faire du SEO, tu vas y arriver. Et puis après, ben ouais, ça a été un carnage puisque c'était les beaux jours de l'affiliation, de AdSense. Je me suis inscrit à AdSense, je crois, ça avait démarré 4 mois. Ça faisait 4 mois que ça existait. Donc, et puis toujours, on me pose la question, ouais, mais moi, j'aurais bien aimé être à cette époque. Oui, mais tu n'avais pas le manuel. Tu pouvais pas aller dans Ouais, c'est YouTube vrai. et comment gagner de l'argent avec AdSense, ça n'existait pas, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était ça, 2004, où comment te dire, c'était juin 2004, la fin du concours, donc mars 2004, j'étais pas très riche, et juin 2004, j'étais millionnaire en gros, quoi. Ok. avec, avec de la prestation ou avec vraiment de la fille, du Black Hat, de l'AdSense, etc. Ouais, affiliation AdSense, Ok. c'est tout. Et juin 2004 et décembre 2004, je déménageais en principauté d'Andorre. Je foutais le camp de France, quoi. Ça aussi, c'est important. Ok. Vous habitez où, les gars, là? Alors moi, je suis à Lille. Et en plus, j'ai une boîte. Donc, oui, si la question est-ce qu'on paye beaucoup d'impôts, bah, déjà TVA plus URSSAF, c'est pas mal. Ouais. Sans parler d'impôts sur les bénéfices, parce que bah, les bénéfices, ça vient dans un second temps d'abord. Et t'habites en ville, à la campagne? Moi, je suis en ville, je suis à Lille. Si tu Voilà. connais un petit peu la métropole lilloise. Ouais. Et toi? Moi, je suis Paul? en Normandie, là. Donc, pareil, en ville, on va dire que j'habite à Caen, quoi. Tu vois, parce que ça, c'est un truc. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, la première décision que tu peux prendre pour améliorer ta vie, elle est géographique. Les peuples, ils ont toujours... Tu vois ce que je veux dire? Si un bled, il convenait pas, ben, il bougeait. Ouais. Ça, c'est marrant, j'en avais parlé avec quelqu'un. Et en fait, on s'était dit, parce que moi, j'ai atterri à Lille alors que je viens de Paris. Et pareil, je connais pas mal de gens qui ont atterri à des endroits. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas un choix généralement où tu atterris. Ou pour de très rares personnes, ok, ils vont aller sur une île paradisiaque. Mais généralement, c'est un concours de circonstances qui fait qu'à la fin, tu finis dans un endroit. Et je pense que c'est assez rare les gens qui choisissent où ils vivent finalement. Ouais, parce que ben, la famille, machin, les trucs, enfin, mais nous, en tant que... Problème fondamentalement avec nous, les SEO, c'est qu'on est une anomalie. On est un bug. Et honnêtement, mon conseil numéro 1, c'est si tu prétends être une anomalie, commence à réellement te comporter en tant que tel, jusqu'au bout, tu vois. C'est-à-dire que fuck la France, quoi. Moi, j'aime bien On le va renommer le patriotisme. podcast Ah ouais, moi, je Expatriation avec Laurent Bourrelli. Tu penses, Laurent, qu'en respectant les règles en France, tu peux pas faire beaucoup plus gros qu'en essayant justement d'aller dans des paradis fiscaux? Je pense que tu prends plus vite pour vivre très bien, mais si tu veux construire vraiment une boîte, tu vois, un truc sur le très long terme, je pense que rester en France, moi, en tout cas, c'est ma vision, je pense que c'est une bonne stratégie. En fait, c'est l'herbe. T'as raison, l'herbe est pas plus verte ailleurs. On pourra parler des expats loin, tu vois, dans des bleds improbables, Dubaï, Thaïlande, Bali, machin, parce que je connais très bien l'Indonésie notamment. C'est pas. Moi, ça va. Je suis à 2h30 de Toulouse, 2h30 de Barcelone, tu vois, Ouais, c'est clair. tranquille, quoi. Mais en fait, c'est même pas ça. Faut pas croire que tu vas économiser tant d'argent que ça. C'est plutôt que tu vas saisir des opportunités
que tu vas pas saisir en France parce que tu vas dire ça vaut pas le coup parce qu'à la fin il va pas me rester suffisamment pour que ça vaille la peine. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouais, Pas certain. je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que la France, il y a quand même de très belles opportunités. Et même, on fait la différence entre Paris et Lille, hein. Quand je parle avec, on me dit, mais c'est à Paris que ça se passe, etc. Maintenant, avec le web, on arrive quand même à avoir voilà, moins de distance parce que du coup, on peut avoir des clients à Paris, etc. Mais je peux comprendre que voilà, tu es à Los Angeles, tu peux faire quelque chose de totalement différent que si tu es à Paris ou que si tu es... Mais pour moi, Dubaï, Thaïlande et tout ça, pour moi, ça m'intéresse pas en tout cas. Justement, pour moi, ils voient trop petit les gens qui choisissent ce genre de... endroit. La France, c'est un fabuleux pays, mais c'est aussi un terrible gâchis, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ils te mettent un tel boulet au pied aux entrepreneurs que c'en est complètement injuste, voire même, allons au niveau supérieur de l'Europe. Je peux faire des trucs, moi. Qu'est-ce qu'on a à foutre de RGPD? Je suis pas dans l'Europe, je suis même pas dans l'espace Schengen. Je peux faire des trucs que même pas en rêve tu peux faire. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, j'adore la France, hein, mais le fric, c'est mal. L'entrepreneur, il faut le défoncer. C'est juste pas ma vibe, quoi. J'ai été éduqué à l'américaine. Moi, je suis un pur capitaliste. C'est simplement ça que je reproche. Et surtout nous qui sommes notre territoire, c'est Internet. Et qu'en France, en fait, tu as cette capacité à vouloir créer des frontières et ça, enfin, il y a zéro innovation du point de vue IA, par exemple. Enfin, là, j'ai vu, ils essayent de faire semblant, mais bon courage, les gars, quoi. Et pareil au niveau start-up, c'est un désastre, là, le constat. Enfin, j'en ai accompagné des centaines et des centaines hein, de start-up et waouh, waouh. Donc, je suis pas. Je trouve que c'est juste dommage de vouloir avoir ce comportement au lieu de vraiment essayer de pousser les gens à travailler plus, à vraiment se défoncer pour être des capitalistes, quoi, tu vois. Mais sinon, oui, c'est un pays magnifique. Il y a plein d'atouts, il y a des talents, il y a des cerveaux, il y a des génies, il y a des infrastructures, il y a enfin, des infrastructures. Ça aussi, tu vois, enfin, c'est un peu... Vous avez une bonne connexion, Internet, ça va? Franchement, on se plaint pas. Ouais, mais c'est des fois improbable, quoi, tu vois. Si t'es pas du bon côté de la rue, t'as pas... Donc ouais, c'est juste dommage. Moi, j'en veux à la France d'avoir pris à gauche plutôt qu'à droite, en gros, du point de vue pas politique. Hein. J'aurais pu dire à droite, à gauche plutôt qu'à droite ou à droite plutôt qu'à gauche. C'est une direction en fait où tu vas pas valoriser ceux qui ont envie de se défoncer, quoi. Tu vas au contraire essayer de les rabaisser à tout niveau. Tu peux pas acheter la voiture qui te plaît parce que ça fait ostentatoire. Ouais, je vois. Tu peux pas faire des plans comme ci, comme ça, parce que truc absurde, qui n'a aucun sens. Explique-moi comment... C'était Thierry Breton qui a fait beaucoup de mal là, à la techno. Une IA est pas cachère ou elle est pas... Voilà, tu peux pas l'utiliser parce qu'elle a trop l'impression d'être humaine. Vous n'avez pas suivi, là? Pourquoi Apple Intelligence ne voulait pas s'installer en Europe? Pourquoi machin, pourquoi truc? Ouais, ouais. Si une IA donne trop l'impression qu'elle est humaine, c'est pas bon pour toi. Ouais. Ok. Ouais, globalement, oui, je pense qu'on est d'accord que c'est vrai que... Bon, moi, en tout cas, qui ai lancé une boîte en France, quand tu te lances, tu as quand même pas mal d'aides, notamment une aide de 500 € par alternant, qui est quand même pas mal quand tu commences en solo. Là où tu commences à prendre cher, c'est quand tu commences à marcher. Quand tu commences à faire un petit peu de chiffres, avoir quelques équipes, là, tu commences à prendre cher. Mais bon, je pense que c'est pas... faut peut-être qu'on avance sur le... Ouais, juste un dernier mot, parce qu'en fait, tous là, vous êtes dans la tranche qui payait pour tout le pays.
et tu n'as pas d'autre choix. Il va falloir, tu ne vas pas aller vers le bas, il va falloir que tu ailles suffisamment haut pour justement pouvoir te créer un PBN d'entreprise. Une holding PBN, c'est pas mal ça. Voilà, d'accord. C'est C'est le un même tiers deux. principe Un concours sémantique du d'entreprise. point de vue fiscal, tu te crées, et puis là, tu seras bien. Mais oui, il faut cravacher jusqu'à aller au niveau supérieur où là, justement, tu es tranquille. Ok. Bon, bah, on retient. On a parlé de branding, on avait commencé à parler un petit peu de branding. Moi, je suis hyper intéressé de savoir comment est-ce que toi, tu as vu évoluer la relation entre le branding et le SEO? Et un peu, pourquoi pas, du coup, la relation potentiellement de cause à effet ou de corrélation? J'imagine que ça a dû évoluer entre, je sais pas, 2004 typiquement et aujourd'hui. Tu parles pour le SEO, pour les sites web ou pour les professionnels du SEO? Plutôt pour les sites web, vraiment impact entre branding et résultats SEO dans la SERP, d'une marque. Eh, qu'on se mette à la place de Google 5 minutes. C'est quand même vachement plus pratique s'il peut te faire confiance pour raison X, Y ou Z. Mmh. Et ces attributs qu'on peut appeler du branding sont assez facilement identifiables pour un robot qui comprend pas ce qu'il lit et qui transforme les mots en entités mathématiques et qui doit donc dire OK, à qui je peux faire confiance. Maintenant, l'erreur monumentale qui est faite, c'est de croire que le branding se fait au niveau global. C'est pas faux, mais ça veut juste dire que tu as une page d'accueil qui a donc qui est une entité suffisamment puissante pour être qualifiée de marque. Mais ensuite, c'est compliqué le concept d'un site web. Donc, si les Google Leaks ont été assez clairs là-dessus, qu'effectivement, ils essayent d'analyser ce qu'est un site web. Mais c'est qu'une agrégation, c'est une pelote d'URL. Nous, on a toujours fabriqué le SEO au niveau de l'URL, ce qui veut dire que le branding peut et doit se travailler au niveau de l'URL. Donc maintenant, oui, c'est pratique. Tu as une page d'accueil hyper trustée, machin truc, tu lui fais un lien, tu as un lien depuis la page d'accueil, donc tu vas avoir ce branding au niveau de l'URL. Mais tu peux tout à fait le décorréler et dire mon site web, je le travaille URL par URL et au niveau de l'URL, je travaille le branding. Donc, comment tu fais ça? Ben, justement, tu peux emprunter le branding d'un autre site. Un lien est un lien. Et si tu fais un backlink assez puissant, ben, tu auras une URL entre guillemets brandée. Mais ce qui est intéressant avec les Google Leaks, c'est que si tu regardes comment ils essayent de comprendre ce qu'est un site web, c'est pas super clair. Est-ce que c'est le host? Est-ce que c'est un sous-domaine? Qu'est-ce que c'est qu'un site? Tu vois, donc déjà, c'est pas super clair pour eux. Donc je vois bien qu'ils analysent des éléments, plein de signaux liés au site web, mais déjà, si c'est pas clair ce que c'est qu'un site, bref, donc c'est pas si limpide que ça, hein, ce truc de domain authority. Je reviens un petit peu sur ce qu'on concevait comme étant un mythe du SEO, donc éventuellement, ouais, mais par contre, oui, c'est absolument indispensable. Le SEO à l'ancienne, ce que j'appelle le SEO 2010, va t'emmener dans les top 10. Si tu veux commencer à jouer dans la cour des grands, dans le top 5 sur des mots-clés concurrentiels, sans être suffisamment de confiance, ça va être super compliqué. Mais encore une fois, la bonne nouvelle est que tu peux emprunter le branding d'un autre, quoi, via le backlink. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais je crois que tu as tous les avantages à créer. Tu vois, l'exemple de base. L'EMD, c'est super chouette, c'est une bonne idée au premier abord, mais après, à travailler en tant que marque, ça devient vachement compliqué, quoi. Ouais. Mais tu vois surtout que c'est comme je dis toujours, la vérité est à l'écran. Dès que tu arrives à être une entité suffisamment puissante, aka une marque, tout se passe vachement mieux, quoi. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors qu'avant, ouais, c'était facile.
disons que c'était plus accessible pour des sites sur le long terme. Encore une fois, on parle sur le long terme. C'est toujours possible de faire un exploit pour n'importe qui d'aller se positionner, mais après, rendez-vous dans 5 ans, quoi. Et à l'inverse, tu vois bien des URL, des pages qui sont du SEO, même pas 2010, mais 2004, mais parce qu'elles elles appartiennent à un domaine trusté, bon, ben, elles squattent la SERP, quoi. Alors que, est-ce qu'elles méritent vraiment? Est-ce qu'elles sont vraiment si bonnes que ça? Non. Ok. Mais, ouais, juste un dernier mot. Là, parce que en fait, quand on parle de marque, Jeff Bezos, sa définition, c'est qu'est-ce qu'on dit de toi quand t'es pas dans la pièce. Donc ça, c'est IRL, ça c'est physique, c'est dans le vrai monde. Sur le territoire Internet, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme entité. Tout et n'importe quoi peut être une entité, mais le principe des entités nommées. Google avait racheté une boîte qui s'appelle MetaWeb et qui avait commencé à taguer toutes les entités. Mettre un code barre, en fait. En gros, sur Jaguar l'animal, il a un code barre différent de Jaguar la voiture. Et c'est ça le niveau ultime. C'est ça le top level du branding, c'est quand tu deviens une entité nommée, quand tu es dans Wikidata, en gros. Google utilise Wikidata, Wikipédia utilise Wikidata pour faire son knowledge graph. Mais déjà, si tu as le knowledge panel, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent la différence entre le knowledge graph et le knowledge panel. Knowledge panel, c'est justement pour ceux qui ne sont pas dans Wikidata, mais qui sont suffisamment, entre guillemets, puissants. Donc, ils vont avoir un résultat de recherche. Vous les avez jamais vu, ce truc de knowledge panel? Si, Ouais, des fois dans les SERP, ouais, pour des... C'est marrant, je suis sûr que Laurent, il y a moyen que tu l'aies. Donc si si je marque Laurent Bourrelli sur Google, tu ressors pas. Il faut, si je peux te le montrer, il faut Moi, je vais regarder. Attends, je vais te le donner. Et d'ailleurs, Paul, tu l'as pas parce que je pense que c'est un EMD justement. Et moi, je l'ai aussi. Mais je pense que c'est le fait de publier régulièrement sur les réseaux, etc. Après, ça te fait une... Et là, en fait, si tu vois pour ceux qui nous écoutent à l'oral, donc tu vas voir ton nom et juste à côté de ton nom, il y a 4 petits points. Tu cliques là et tu vas avoir Claim this knowledge panel. Et là, tu dois passer le stade de vérification. Ils vont te demander des screenshots du back-office de YouTube et de LinkedIn, par exemple, quoi. Ok. Et ça, c'est super important parce que tu as des voleurs de ça. Donc, si tu as ça, il faut absolument le réclamer parce qu'il y en a qui, justement, la validation, elle n'est pas super sécure, quoi. Ok. En gros, oui, si tu as ça, parce que pour être dans Wikidata, le hack, c'est quoi? Tu écris un bouquin, mais un bouquin pas Amazon, hein, un bouquin chez un éditeur, et il faut que tu aies des revues de presse, il faut faire... bref, il faut que le bouquin, il ait fait un peu parler de lui. Et là, tu peux remplir le formulaire Wikidata, mais le hack, c'est ça, hein, pour être une entité nommée, c'est pas Wikipédia, c'est Wikidata. Ok, très clair. Tu as mentionné du coup évidemment le fait de créer des backlinks pour profiter du branding d'autres sites. Est-ce que plus globalement pour toi, déjà qu'est-ce que tu penses de l'efficacité du netlinking de manière générale aujourd'hui par rapport à avant? Et surtout comment en faire du bon aujourd'hui, du netlinking qui fonctionne en 2025? Alors ça, c'est une des plus grosses, tu vois, misconceptions, hein, des plus gros légendes urbaines sur Bourrelli, parce que je suis connu pour cette histoire de cocon sémantique, mais moi, je suis un link builder à la base. Et en 2004, on n'avait rien à foutre du contenu, mais rien de rien de rien. Je veux dire, balise title, point barre, quoi, hein, c'est tout. et donc, aujourd'hui, moi, ce que je prône, c'est je préfère le terme réseau privé parce que je fais pas de blog, mais il faut faire du réseau privé. L'arme fatale du SEO, c'est le réseau privé. Je dis pas qu'il faut pas faire tout le petit manuel il y a deux choses que les gens font pas. Ils font pas de réseau privé, ils font pas de relinking.
Parce toutes les trucs que je vois, là, Ninja Linking et compagnie, c'est inventer l'eau tiède, c'est chouette, mais la base, le relinking, j'ai vu des prix hallucinants, 15 000 balles pour un lien sur Le Parisien chez Rocket Links. Ouais. Tu vas pas monitorer ton lien. Dans 3 mois, il sera même plus indexé, si ça se trouve. Ou alors, le bot, il sera passé il y a 3 mois, quoi. Bref, il faut que tu... Et à vie, en plus. Pendant toute ta vie, il va falloir que tu lui fasses... Après, ça va, tu lui fais 3-4 liens tous les 3 ou 6 mois, et puis tu le gardes vivant, ton backlink. Mais l'art du... donc, moi, je suis arrivé 3e au concours Mangeur de Cigogne. Mon pote Jérôme, il est arrivé 2e, et son dicton, c'était « faut toujours populariser là où tu fais caca ». Tu poses un lien quelque part, tu vas passer 10 minutes à faire une inscription d'annuaire, tu vas passer 3 jours à dealer un guest boss, tu vas scraper des footprints et tu vas passer une demi-journée à trier ta liste, machin, un truc. Toujours, faire du lien vers du lien, faire du lien vers le lien, ça change tout, à mon avis, et puis surtout de prendre le contrôle d'une partie de tes liens grâce au réseau privé. Après, le réseau privé, problème, il faut pas que ça pue le SO à 10 000, quoi. C'est pour ça que j'aime pas le terme PBN, pour ça que je fais pas de blog, pour ça que je fais pas de WordPress, et que enfin là, j'ai même une solution automatisée, et il n'y a plus besoin de le faire de manière artisanale. Et en plus, vous allez... Tiens, je peux faire un spoiler puisque ça sort là. Il va sortir quand, ce podcast? Mercredi prochain. Je peux te faire 2 spoilers assez excellents. C'est pas ma promo, c'est à propos c'est la promo de potes, mais c'est surtout des trucs que j'utilise. Donc, perfectcoconseo.fr. Là, c'est des sites en HTML et ça ressemble à des vrais sites. Mon test qualité, c'est est-ce que je peux le montrer à ma mère? Ouais. D'accord? Est-ce que je peux le montrer à ma mère? Et puis du HTML. Tu peux pas se faire hacker, il n'y a pas la footprint à la con, machin. Ça, c'est pour donc automatiser le réseau privé. Et puis après, Perfect Cocon, donc ouais, mercredi prochain, lui, il est en ligne. Est-ce que Topirank sera en ligne? Peut-être, sans doute, il devrait être en ligne. Et Topirank, là, c'est carrément pour le Money Site. Donc les deux font du cocon sémantique. Ok. Des cocons. Topirank, je crois que tu as même un code promo, c'est quoi? Rank 25. Perfect Cocon SEO, tu n'as qu'à leur dire que tu viens de ma part et tu auras une belle réduc. Mais là, et donc, si ça sort au public aujourd'hui, tu penses bien que ça fait un moment que j'en profite. Et là, enfin, on est arrivé en 2025 à faire ce que j'avais imaginé depuis plus d'une décennie et à l'automatiser. Parce que c'est le rêve de l'automatisation, en fait, ça aussi. Tiens, pro type. Tu veux automatiser. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord que tu connaisses le process par cœur, que tu l'optimises, que tu simplifies, que tu saches faire, et après, tu vas automatiser. Mais ça, c'est une étape qui va plus tard. Donc, à l'inverse de tout ce que je vois où tout le monde veut automatiser grâce au miracle de l'IA, et puis ce qu'on présente, c'est de la merde. Ou alors, de l'autre côté, d'avoir pendant plus d'une décennie bossé un workflow et arriver à l'automatiser enfin, sans sacrifier la qualité, vous avez même pas idée. Vous êtes trop jeune. Vous vous rendez compte que on n'avait rien. Il n'y avait rien. Il y a 10 ans, des outils. Tu n'avais pas d'outils. Il y avait que dalle. Quand j'ai démarré cette histoire de cocon sémantique, il
Il y avait un truc qu'un pote avait fait, Bernard, un autre mangeur de cigogne. Comment ça s'appelait son truc? Ah merde, Textualizer, qui te faisait analyse de densité lexicale, Gunning Folk Index, qui te les nombres d'occurrences, des trucs comme ça. Il y avait Alice.info qui te faisait une espèce... Parce qu'avant, c'était juste la densité de mots-clés. Alice.info te faisait la densité pondérée, et c'est tout. On part de loin. Screaming Frog, t'as déjà essayé Xenu? Moi, non. On connaît pas. XENU, c'est gratuit, ça existe encore. Vous allez voir, c'était ça qu'on avait comme crawler. Vous vous rendez pas compte quand vous êtes des enfants gâtés avec ces... Là, que ce soit Perfect Cocon SEO ou Topirank ou des Screaming Frog ou des Your Taste Guru ou même même des SEMrush, quoi. Je veux dire, première fois que je sous-traitais pour une agence, Brioude, j'arrive chez eux et ils me montrent il y avait une pièce entière avec des ordinateurs, ils surveillaient 250 000 mots-clés. C'était un trésor. Ça n'existait pas. C'était que des agences qui avaient ça. Et j'avais accès à ça. Mais tu te rends compte, tu étais tout heureux de pouvoir surveiller une base de 250 000 mots-clés. C'était dingue. Vous êtes au meilleur moment pour faire du SEO, avec la techno que vous avez, avec les possibilités qu'il y a. Ce truc de l'amorosité, non. Sauf si les gens arrêtent de chercher et d'acheter, je ne vois pas où elle est l'amorosité, quoi. Ouais. Après, au meilleur moment, oui et non, parce que du coup, c'est devenu vraiment concurrentiel. Tu nous parlais de relinking et tout, il y a toujours des stratégies de SEO pures et dures qui fonctionnent, je comprends. Mais à l'époque, quand tu dis que tu faisais ranker avec du netlinking, c'était sympa aussi, quoi. Nous, on l'a pas connu, du coup, cette époque, ça devait être marrant. Et juste petite question, cette agence qui avait investi dans un data center pour ses outils, enfin, ça a dû être dur aussi et compliqué, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui, on cherche à faire un petit peu de R&D. Et parfois, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis, il vaut mieux passer par des outils externes qui t'allaient payer que de fonder ses propres outils, genre typiquement faire son SEMrush en interne, faire son Monday, etc. Parce que vu comment à la vitesse aujourd'hui où ça évolue, le no-code, etc., j'ai l'impression que, je sais pas ce que tu en penses, puis tu as vu cette époque, enfin, tu as vu ce moment de transition, c'était pas trop dur pour eux d'avoir justement fait eux-mêmes leur R&D et ensuite avoir été dépassés par des SEMrush, etc. Oh, il y a même pire comme histoire. Imposition. Donc, les agences parisiennes, c'est toujours, tu vois, t'as l'agence à la mode, quoi. Et donc, eux, ils avaient un crawler. C'était les premiers à avoir un analyseur de log. Et c'était des prestats, oui, à 10, 15, 10 000 balles par mois minimum, tu vois. Et t'as les deux meilleurs, Adrien qui se barre et qui fait Botify, et t'as Jean-Benoît qui se barre et qui va bosser à La Poste. Et lui, il nous a offert le premier analyseur de log open source, s'appelait Watusi, qui était une version PHP de la grosse machine qu'il avait pour pas La Poste, les pages jaunes. Et imposition, ça a été terminé, quoi, on avait accès à des analyseurs de log, quoi. Donc, ouais, ça peut s'arrêter très, très vite, la fête, une fois que tu as un avantage. Donc oui, à cette époque, je me rappelle, c'était le premier budget à 1 million. Le premier budget à 1 million par an, c'était last minute. Donc ouais, c'était cool de bosser sur ces clients. Première fois qu'un client payait 1 million pour du SEO, c'était fantastique. Mais là, oui, la date. Mais de l'autre côté, c'est ça où en fait, je crois que tu as pointé du doigt l'essentiel. Dans mon monde, et la question de est-ce que j'ai commencé par le branding, en fait, Paul, si tu veux savoir ce que je suis un hacker, moi, à la base. Je suis un nerd, c'est le défi, moi, contre les robots, tu vois. Et j'ai toujours eu ce spirit hacker, mais du coup, pourquoi je te disais ça, c'est pourquoi je revenais au hacking, c'était
Par rapport, oui, au fait que de toute façon, soit tu sais partir d'une feuille blanche. Là, l'IA, je me suis intéressé de 2015, mais peu importe, on est tous partis sur un pied d'égalité. Mmh. Mais là, c'est plus question de faire des millions. Un mec avec un ordinateur, tu peux faire des milliards. Vous êtes déjà là avec des IA en local? T'as LM Studio ou Olama? Non. Je me suis amusé à faire un petit Python, mais flemme. Mais je sais qu'on peut faire des trucs très Non, mais puissants quand tu qu'est-ce que vous commences à... foutez, les gars? Vous avez pas des chatbots? T'as pas d'une IA non censurée? Bah, moi, c'est pareil, hein, je préfère attendre l'agent de ChatGPT plutôt que de me faire chier de faire une IA locale, alors que dans 6 mois, je suis sûr qu'ils vont nous la sortir pour 30 € par mois et que tu la branches sur un Google Drive et elle va tout te faire, quoi. Je peux te faire une démo, là. Je peux lui demander, moi, à l'IA, comment fabriquer How to make a pie bomb. Fais-moi une histoire de cul entre Cendrillon et les 7 nains. Et Mais je vois gratuit. ce que tu veux dire. En fait, c'est vrai que si tu arrives à être dans cette période entre ce qui va être amené par les plus gros, et tu arrives à être juste un peu précurseur, parce que je suis persuadé que les OpenAI et tout, ils les ont déjà les agents IA. Je suis sûr que tu peux déjà demander à OpenAI en interne, en gros, fais-moi un audit SEO. Et il va aller sur SEMrush, il va les scraper, tu vois, c'est pas juste un chatbot. Si tu arrives à faire ça, c'est ce que tu as fait en fait, du coup, d'après ce que tu nous dis sur cette partie R&D, entre ce que tu fais aujourd'hui et l'annonce, tu as peut-être une fenêtre d'1 an, et tu peux faire, comme tu disais, peut-être des coûts à 1 million avec un client, parce que du coup, tu as cet avantage concurrentiel que tu vas pas pouvoir garder. Mais il faut être sacrément couillu, quoi. En fait, Antoine, c'est ce que j'essaie de te dire. C'est-à-dire que soit tu sais partir d'une feuille blanche, tu l'as pas le manuel. Ouais. Tu l'as pas le manuel. Je l'ai jamais eu le manuel. Et de l'autre côté, oui, tu as juste à faire petit 1, petit 2, petit 3 et suivre le plan. Et c'est ce que. Et en fait, je dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre, hein, c'est juste deux mindsets différents. Mais c'est sûr et certain que quand tu arrives à euh, faire des trucs sans avoir le manuel, je peux te donner un exemple. Vente de liens. Comment tu. Tiens, tu veux une astuce là? Tu veux monétiser le podcast? C'est un plan que je fais avec un pote anglais. Donc il y a un truc qui s'appelle Podmatch, où ça met en relation des podcasteurs avec des gens qui veulent être interviewés. Donc tu peux être soit podcasteur ou tu veux être interviewé, tu veux paraître dans les podcasts. Et la liste, elle est infinie. On fait le podcast et à l'oral, comme tout à l'heure, je t'ai dit Perfect Cocon SEO.fr et Topirank, je ne sais plus c'est .com ou .fr. Ensuite, tu prends le transcript par YouTube et tu le donnes à une IA et tu lui dis fais-moi un article. Et puis, tu as les liens dedans. Et ça, tu vas le poster sur un Medium, sur des sites, sur des machins. Et tu peux faire de la vente de liens via ton podcast. Tu vois le plan? Donc, c'est toujours... Ou par exemple, le dropshipping. Je faisais de la file avec Fitness Boutique. Et puis, ils me connaissaient puisque les gains étaient suffisants. J'ai fait ensuite 2 prestats en consulting avec eux. Et puis, je leur dis, tiens, ça vous intéresse de faire du dropshipping? Ils me disent, on ne connaît pas, on regarde et on revient vers toi. Ils me disent, on a mieux. On va te proposer une master franchise. Tu prends un site qui sait faire du e-commerce en France, mais qui est nul à l'international. Et tu lui dis, je veux un contrat d'exclusivité, de master franchise, d'exploitation de ton nom de domaine, .be, .machin, .truc. Et là, c'est un autre game. Tu es dans une machine marketing, tu vois, tu es bien, quoi. Et puis après, la clé, c'est que... Alors, pourquoi ça n'a pas marché? C'est que j'ai pris deux associés. Moi, je les connaissais les deux ne se connaissaient pas. J'en ai pris un pour la tech et un pour gérer les relations clients, tout ça. Et ça n'a pas matché entre les deux. Et au bout de 8 pays, c'est moi qui tirais la prise en disant allez vous faire foutre, j'ai pas envie de babysitter des mecs qui disent je mets pas en prod parce que tu m'as pas dit s'il te plaît, tu vois.
Mais c'est ça que j'adore, c'est inventer aller plus loin, tu vois, parce que ce truc de dropshipping, tu pars avec ton site inconnu et puis alors que là, t'es bien. Et alors oui, la clé fait ça, mais fait une clause de rachat du contrat de franchise. Si c'est Ok. pas ton site, du coup. Mm. Mais ça, parce qu'on parlait, tu disais tout à l'heure, ouais, Antoine disait tout à l'heure, c'est dur le SEO. Euh, non, va ranker sur, va faire le web utile, je sais pas, du Cameroun, quoi, ou ou de, ou du Brésil, même de l'Espagne ou de l'Italie. Enfin, il est grand le monde, quoi. Et il y a encore, ça, c'est la sémantique qui vous a niqué. Parce qu'en français, on dit gagner de l'argent, ce qui est complètement absurde. Moi, je sais gagner des médailles, mais je sais pas gagner de l'argent. Puis même en anglais, tu dis how to make money, mais t'es pas la banque centrale. Non, you take money, tu le prends. Quel est notre métier? On crée des péages. L'argent, ça circule. Et sur le territoire Internet, ben, tu mets des péages. Que ce soit pour accéder à un produit, un service ou quoi que ce soit. Et Antoine, qu'est-ce qui t'empêche d'investir dans de l'immobilier sur Internet pour faire le web utile du Cameroun? Et de Bah, ranker numéro 1 sur électroménager au Cameroun. En gros, notre vision avec Paul, on est super white hat, mais c'est assez kiffant la vision black hat, tu vois, j'aime bien. Et moi, si je faisais du black hat aujourd'hui, je m'intéresserais. Attends, je te coupe. Pourquoi tu me parles de black hat? Ça n'a rien de Parce black hat. que je vais pas attaquer le Cameroun, je vais attaquer la France, puis pourquoi pas des pays en Europe, tu vois. Je vais vraiment Pourquoi attaquer tu peux pas faire le web utile? Ils ont personne pour le faire. Bah, parce que je pense qu'il y a plus à aller chercher en faisant les choses proprement sur le long terme, tu vois. Je te suis pas. Qu'est-ce qu'il y a de pas propre de faire le web utile du Cameroun? Bah, je suis pas loin un entrepreneur camerounais, je connais pas le marché, et tu vois, j'ai plus envie de me dire, ok, là, tu vois, moi, je veux pas, tu vois, le syndrome de l'objet brillant, de partir dans trop de projets différents. Je pense qu'il faut avoir un focus et rester bien focus sur cet objectif sur le très long terme. Cependant, tu peux avoir un focus, pour ceux qui écoutent le podcast, un peu orienté, voilà, ça peut être comme tu dis, je vais faire plein de pays différents, je vais avoir une stratégie un peu plus agressive, un peu plus court terme, mais si tu gardes ce focus-là, ça peut Ouais, être pas mais mal. moi je te parle pas de faire justement cloner des sites français, de cloner un site suédois et le faire en français pour aller vendre des, euh, des coques iPhone au Cameroun. Je te parle pas de ça, quoi. Je te parle de résoudre des problèmes. Justement, c'est super white et c'est super utile. Ouais, C'est-à-dire ok. que tu prends des trucs qui ont marché aux États-Unis ou qui ont marché en France, et tu sais que ils veulent tout refaire là-bas. Ils n'ont pas envie de Blablacar. Ils veulent leur Blablacar. Ils veulent même remplacer Western Union. Ils veulent même enfin, j'ai cité Cameroun parce que c'est pas un pays avec lequel je bosse, mais que ce soit Asie du Sud-Est ou Afrique, oui, mais de participer à la transformation numérique de ces pays qui voient leur monde meilleur dans 10 ans, Ouais, clairement, à je te rien de rejoins. Black Hat. Ah, je te rejoins complètement là. Et au contraire, c'est même un brin d'air frais, c'est une grosse bouffée d'oxygène que de se dire que avec tout ce savoir que j'ai, toute cette expérience, toutes ces ressources, et que je peux aider d'autres pays, d'autres continents qui ont à peine l'électricité, à peine Internet, à faire que leur monde sera meilleur. Je te donne un exemple à la con. Traitement des déchets. Un enjeu énorme qui, toi, te paraît assez rincé sur la France, là. Tu n'irais pas te lancer dans le traitement des déchets, tu vois, apprendre les gens à recycler, machin. Ouais, ouais. Euh, dans le reste du monde, Ouais, tu dois avoir. c'est un putain d'enjeu, quoi. Mais Mm. alors, t'as même pas idée. Tu plonges là-dedans, tu te dis, waouh, effectivement, avec ce que je sais, je peux changer le monde, quoi. Notamment, ça me fait penser à Bali. Tu as mentionné l'Indonésie au début du podcast. Bali, typiquement, c'est un énorme enjeu, quoi. Ben ouais, ben alors ça, c'est aussi pareil, tu vois, tu veux t'expat. La clé, c'est le réseau. Surtout dans ces bleds-là. Afrique, Asie, ça se voit pas trop sur ma gueule.
Mais ma mère est née à Bali. Après, Ok. elle est chinoise, elle n'est pas indonésienne. Mais oui, je peux te montrer une photo de ma cousine avec le vice-président, si tu veux. J'ai ça en stock. Allez, pourquoi pas. C'est-à-dire que, tu vois, entre aller à Bali, s'installer et connaître des Français ou avoir accès au vice-président, et tu sais, ça, c'est un truc qu'il faut que tu fasses. Moi, je l'ai fait. J'ai dit, qui connaît des présidents? Tu serais surpris du nombre de gens que tu connais qui ont accès à des putains de présidents. Ah ouais. Est-ce que j'ai le droit de dire des gros mots d'ailleurs? Oui, on n'est pas sur Twitch, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Bah, d'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus. On dit on a combien de poignées de main de la personne, par exemple d'un président. Et quand tu fais vraiment la réflexion, tu te rends compte que tu es vraiment pas loin de Ouais, c'est même des 7. personnes les plus Il me semble powerful. que Tu vois, c'est par 7 exemple, selon une étude, alors je sais plus laquelle 7 en de moyenne. malheureusement, mais il me semble que c'était 7. On est à 7 personnes de n'importe qui, en fait. Moi, je connais quelqu'un qui a 2 poignées de main de Macron, tu vois, par exemple. Ouais. Ah bah voilà. Donc, ouais, en vrai, tu On te voit le rends compte que WhatsApp, Antoine. c'est faisable, quoi. Non, mais c'est juste ça. C'est pareil pour, en fait, tu te rends compte quand tu viens de l'ancien monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télécommande de notre vie, qui est le smartphone et les 4-5 applications où tu dois être, on est des dealers d'attention, LinkedIn, X, TikTok, ce que tu veux, ou Google. Mais ensuite, là, je vois où t'en es, Paul, par exemple, avec ton histoire de consultant SEO. Ça marche. Avant que je parte en personal branding autour de 2007, donc j'étais anonyme et j'avais un pseudo et j'étais sur un site. Et j'avais, sauf, on disait référencement à l'époque, on disait pas SEO. Sauf le mot-clé référencement où j'étais fin de première aux deuxième page, tous les autres mots-clés, je les avais. Et au final, je me suis déréférencé de ces mots-clés. Ok. J'ai fait des efforts volontaires de paillettes. Pourquoi? Parce que ça me prenait. C'était pas qualifié comme par rapport où moi ma carrière elle avançait, tu vois. Et c'était pas les clients que je voulais. Et au final aujourd'hui, les bons clients que j'ai signé plus de bons clients au Bike Park que sur X. Ah bah sur X, il y a rien à aller chercher en termes de business quand tu fais du Ou consulting. LinkedIn, ou peu importe. Enfin, que sur Internet. En quoi par Bike Park? Je sais pas la ref, c'est physique, tu veux dire Non, ou... parce que je fais du VTT de descente et Ah que oui. j'ai le bike park à 5 minutes de chez moi et que les gens que je rencontre là-bas, ben, je les rencontre en faisant de la bicyclette. Je parle pas de SEO, mais qu'on part d'une relation de confiance et que ce sont des mecs super démarchés tous les jours, mais que ben, on a d'abord eu une relation humaine et que en fait cette relation humaine dans la vraie vie et quand tu établis une relation de confiance, ben ça bat tous ces trucs de ce que j'appellerais du porte-à-porte quoi. Euh, et en fait mon relationnel, le bouche à oreille, finalement, ce que je faisais dans les années 90, parce que l'agence de branding, on travaillait sur les leaders d'opinion ou influenceurs, et on travaillait sur le bouche à oreille. Ouais. Donc c'était ça le truc que je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est juste que ça dépend de là où tu en es de ton. J'avais posté mon tarif horaire sur un de tes posts LinkedIn où tu parlais de. Je peux le redire. Enfin, j'ai deux tarifs. J'en ai un en dollars, un en euros, parce que les Français ils payent moins cher. C'est 900 $ de l'heure ou 650 € de l'heure. C'est bien que tu assumes ça. Donc, tu penses bien que. Ouais, ne pas l'assumer. Ben ouais, mais tu penses bien que
si tu viens comme ça, il faut que tu sois il faut que ce soit ultra qualifié, notre relation. Ouais. Parce que je peux pas, j'ai pas de temps à perdre pour, puis c'est pas des forfaits de 2 heures, si tu vois ce que je veux dire? Donc, Eh oui. mais ça c'est parce que oui, j'ai commencé à je me rappelle plus à combien c'était, hein. Parce qu'il y a eu cette transition, en fait. Ce que j'ai trouvé en tant qu'éditeur de site, c'est qu'on tournait en rond. C'était un peu chiant, tu vois? C'était un peu tu traînais qu'avec des éditeurs de sites et tu parlais que de trucs d'édition de sites. Et puis après, vers 2007-2008, il a commencé à falloir bosser un petit peu plus pour gagner un petit peu moins. Et puis des gens me contactaient pour bosser avec moi, mais ça m'intéressait pas. Et puis après, j'ai commencé à dire oui, oui. Et puis c'est là que j'ai trouvé en fait une nouvelle vigueur, disons, dans mon intérêt pour le SEO, parce que finalement, de bosser avec des gens m'apportait vachement à moi aussi, de point de vue de mon cheminement mental. OK, ouais. Mais après, j'aime bien naviguer entre les deux, mais je trouve que c'est chouette de bosser avec les gens, quoi. Mais Mmh. j'ai essayé. Vous avez envie de créer des agences avec plein d'employés, tout ça? Bah, moi, j'en ai une. J'ai une agence de 15 qui s'appelle SEO Monkey. Ouais. D'ailleurs, je leur dis pour le backlinks audio que je vais utiliser, SEO Monkey, SEO Monkey, SEO Monkey. Mais ouais, non, franchement, en gros, quand tu as une agence, tu as beaucoup de charges. Ton TJM, il est limité. Donc là, quand j'entends ton TJM, bah, c'est monstrueux. Mais tu peux essayer de scaler. Donc je trouve que l'aventure est sympa. Ouais, 15, et l'an prochain 30, et l'année d'après 75. Je pense que ça ira pas aussi vite, mais Enfin, peut-être. ça peut, parce que, en fait, moi, je suis terrifié par la crise de croissance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, la crise, ça me fait pas peur. Tu te bouges le cul et puis ça va, t'en sors de la crise. Mais la crise de croissance, j'ai essayé 3 fois, hein, ce truc d'employé, de machin. Et ça me fascine. C'est-à-dire que que ce soit des clients ou des potes, quand je fêtais mes 20 ans de SO avec John Vidor de JV Web à Montpellier, là, au printemps, donc 100 employés. Et je lui dis, mais John, comment tu fais? Parce que moi, quand j'ai essayé, j'avais envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Et il me dit, ben, moi aussi, mais je le fais pas. Moi, je vais te raconter pourquoi j'en suis sorti parce qu'au début, quand j'ai commencé, tu vois, l'agence à 4 ans, c'est vrai que quand tu commences, il n'y a pas de process, il n'y a pas de management et c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, on parlait de la génération Z dont on fait partie avec Paul. On en parlait avant l'enregistrement et on te rejoint, je pense, là-dessus. C'est que pour avoir recruté des sorties de Mmh. master, sorties d'études, il y a une exigence énorme parce qu'on leur met dans le crâne qu'ils vont être payés 35, 40, 45K à la sortie. C'est pas la réalité du marché. Ils comprennent pas que quand tu montes une boîte, bah en fait, tu testes et tu apprends, donc t'as pas tout qui est totalement carré. Et au fur et à mesure là, en tout cas, le point où j'en suis aujourd'hui, je suis très content de mon équipe. J'ai remarqué que tu sors de ce côté-là où en fait ça roule pas à travers la hiérarchie. Et plus tu as des niveaux hiérarchiques élevés, par exemple, quand tu as un N+1, ça se passe déjà mieux que quand tu es le N+1. Quand tu as un N+2 et que tu es le N+3, ça se passera mieux, etc. Et là, aujourd'hui, moi, je sais que ça se passe bien parce que justement, j'ai un responsable des opérations, j'ai des managers, etc. Et donc, ça crée un écosystème bienveillant entre eux, plutôt que moi, le patron, qui suis là en mode stressé par les trucs et tout. Et en effet, où j'ai eu un Mmh. peu de mal. T'es en télétravail ou t'as des locaux? Non, on a des locaux, parce qu'on est basé à Lille. Là, je me suis mis en TT. On a 2 jours de TT semaine. Je me suis fait convaincre. Parce que au début, pareil, non, je suis pas TT, tout le monde bosse en physique. Mais par contre, process TT humain hyper carré avec kick-off le matin, kick-off l'après-midi et remplir un document en fin de journée pour dire ce que tu as fait. Mais on a 2 jours de TT semaine. Ouais. Ouais, parce qu'il y a ça aussi. Je suis pas persuadé que ce soit. Ouais, je crois que tant qu'à monter une boîte, il faut. Moi, je suis assez pour l'humain, tu vois, avec mon petit club là, de bootcamp SEO, on se rencontre tous les 3 mois quasiment. C'est
Pour tout avouer, en fait, je suis assez low tech, quoi. Je suis pas trop, j j'ai pas de notification sur mon smartphone. Je passe la moitié de la journée, ce matin, j'étais un peu skier, après je suis allé voir mon cheval, et j'ai après le décès d'un pote, bon, ben, puis voilà, quoi. C'était une journée comme une autre, mis à part le décès, mais oui, ce qu'on sait pas de moi, c'est qu'en fait, je suis pas tant que ça devant l'ordinateur, quoi, et encore moins sur le smartphone. Mais c'est sans doute parce que j'ai grandi dans les années 70 et 80, quoi, et que que je suis pas tombé dans le piège. Hem, mais oui, ce truc de bosser sans se voir, sans ouais, je sais pas, je doute que ce soit une bonne idée. Mais 2 jours par semaine, pourquoi pas? Voilà, tu vois? Modèle hybride, ça, c'est pas mal. Et toi, Paul, tu envie de monter, une agence et tout ça, ou? Honnêtement, pas du tout. C Pour le moment, non. Depuis que ça roule pour moi en freelance, bah, j'ai jamais eu envie, quoi. Par contre, j'ai adoré mon expérience en agence SEO en tant qu'alternant. J'ai trouvé ça hyper stimulant. Je te rejoins sur le côté physique. Je trouve qu'il y a du coup, il y a une émergence d'idées, de même de passion un petit peu si tu as les bons collègues, qui est très, très cool à retrouver en physique des petits débats. Bah, avec, mon collègue, c'était Adrien Russo aussi que tu connais. Ah oui, bien sûr, ouais. Il était passé du coup, on a bossé tous les 2. Donc bon, c'était trop bien, hein, franchement, des profils comme ça, tu bosses tu avec eux dans le même bureau et tout, tu te dis: «Ouais, tu penses quoi de ce lien-là?» et cetera, enfin c'est trop cool. Mais par contre, moi recruter et tout, honnêtement non, je suis trop attaché à même toute la liberté que m'offre, la partie freelance, quoi. Liberté totale sur les horaires, les méthodes de travail, ne pas avoir à gérer d'humain du tout. Ça vraiment pour l'instant, j'y suis attaché. Après peut-être que ça changera, mais pour l'instant, Ah si, j'ai un fail à vous raconter qui est trop drôle, quoi. Donc la belle époque des MFA de 2005 avec, on était quoi 4 au total, mais 3 du web. On dit: «Allez, on va aller monter une usine à MFA à Casablanca au Maroc». OK. C'est quoi MFA, du coup? Made for AdSense, donc des sites, qui gagnent de l'argent Ouais, avec AdSense. OK. Et on nous avait dit: «Ouais, non, mais là-bas, vous allez trouver des rédacteurs pour 150 € par mois». Ouais, ailleurs que Casa peut-être, mais pas à Casablanca. C'est un bon rédacteur, c'était plutôt dans les 500. Donc l'aventure, elle s'est très vite transformée en fait en OCR. C'est-à-dire qu'on partait de France avec nos valises remplies de livres, et à l'époque, rien à f me Guide du Routard, Michelin, ils en avaient rien à foutre d'internet, du web, et c'était juste, on scannait les livres ou les magazines, on allait chez les brocanteurs acheter des magazines, tout ça, et on faisait les sites avec, ouais, à base de papier qu'on importait de France nous-mêmes. Mais le problème, c'est que ouais, monter une boîte à l'étranger, donc les rédacteurs, ça avait fail, et l'OCR, ça marchait, mais même là où je te rejoins, Antoine, c'est que l'herbe est pas plus verte ailleurs, et qu'il y a telle différence culturelle et à tout niveau, quoi, que c'est le rêve d'aller offshore ou dans des pays où c'est moins cher pour, la main-d'œuvre et tout ce que tu veux, ben, on a bien fait la fête par contre, c'était sympa à ce niveau-là. C'est pour ça. Mais après, ouais, non, non, je pouvais pas, quoi, je pouvais pas gérer des gens, et en plus d'une culture étrangère, et cetera. Ou alors, t comme tu le fais, oui, il faut prendre un proxy, quoi, il faut prendre un directeur. Là, ça a été, et pourtant, si, on avait un associé, qui était local, mais oui, lui, il avait un autre boulot, ouais, c'est ça l'erreur numéro 1, c'est de vouloir venir avec toi, ta culture, toi, ton système, et tu te retrouves devant des difficultés que tu peux même pas imaginer, même pas comprendre, et si tu arrives à les gérer, tant mieux, mais moi, non, quoi. Moi, je dirais, j'ai préféré, j en fait, toute ma vie, j'ai évacué le facteur emmerdement. Tout ce qui me fait chier, j'arrête, quoi.
Ça me parle bien pour le moment, je suis un peu dans le même, je suis un peu dans le C'est pour même ça que vous êtes paradigme, sobre. liberté au max, contrainte minimale, faire, ce que ou là où j'ai le plus de plaisir, me concentrer là-dessus, mais bon. C'est même le pognon, hein, tu sais, en fait, c'est ça que beaucoup comprennent pas, c'est que ça enlève pas les problèmes, ça a juste plus de zéro derrière les problèmes. Mmh. Il y a cette utopie par rapport au fric que tu seras plus heureux. C'est fondamentalement faux, et c'est prouvé. Il y a eu suffisamment de recherches là-dessus. À partir du moment où tu peux couvrir tes besoins de base, d'accord? Un toit à bouffer, la sécurité, tout le reste, la lambeau va pas te rendre plus heureux, hein. C'est pas vrai. Je suis archi d'accord et moi, c'est presque un problème que j'ai quand je me compare, par exemple, à un pote, qui lui, pour le coup, a vraiment de l'ambition financière à fond. C'est que moi, je suis tellement au courant de ça, en tout cas, je l'ai tellement vu, avec moi et cetera, que du coup, j'ai l'impression des fois de presque manquer d'ambition, tu sais? Parce que je me conforte énormément dans mon lifestyle, dans le fait de, gagner, confortablement et cetera, mais je me dis pas non plus: «Allez, let's go, je vais faire, je sais pas moi, je vais faire un outil, je vais recruter pour, grappiller du chiffre d'affaires et cetera». J'ai vraiment pas du tout ça, quoi. Ouais, du coup, c'est pas un Ouais. vrai problème entre guillemets, mais des fois je me dis: «Est-ce que j'ai pas est-ce que j'ai pas un peu trop cet aspect, tu sais, presque bouddhiste à se contenter de ce que j'ai, à me dire: "Bah, justement, tant que je peux subvenir à mes besoins, c'est OK"?» Des fois, je me dis: «Ça se trouve, si j'avais plus, la pression, plus la niaque, j'aurais peut-être fait, des choses plus grandes, quoi». Mais après, là, ma vie me va Là-dessus parfaitement, hein. Là-dessus, il y a un truc intéressant aussi, c'est que en fait, pour gagner entre guillemets de l'argent, tu es obligé de faire des sacrifices. Par exemple, on avait prévu de parler de personal branding, mais c'est cool qu'on parte dans tous les sens, c'est une bonne discussion. Mais se montrer, je trouve que c'est pas un bon move pour optimiser ton bonheur, tu vois. Ça, c'est plus un move marketing pour avoir du business, tu vas avoir des buzz, tu as des gens qui te critiquent, ça fait chier, etc. Ouais, Donc mais tu es d'un autre obligé, à un côté, moment, alors ça c'est juste un exemple, mais tu es obligé, tu vois, quand mmh. tu veux évoluer, voilà, c'est soit tu mets plus de temps, soit tu vois, tu es obligé de faire des concessions. Et après, à la fin, je pense que Laurent, même toi, Paul, en fait, parce que t'es allé assez vite, mais je pense que tu te recalibres, mais à un moment, tu es obligé quand même d'y aller, quoi, et de prendre Ouais. des risques, et ça peut te foutre dans des situations Oui, compliquées. ouais, non, parce que alors Paul, il est ce que j'appelle les hippies SO. C'est un peu ça. Mais vous êtes assez jeune. Après, moi, juste eu du bol, ok. Je pense que je suis un des mecs les plus chanceux de l'univers, puisque j'ai jamais eu. Je suis né avec de l'argent. Bref, ça n'a jamais été un problème. Ça fait 20 ans que je roule en Porsche, et je me réveille pas, tu vois, je me réveille pas tous les matins en disant waouh, j'ai une Porsche, quoi, j'en ai rien à foutre. Et puis, mais l'erreur numéro une, c'est ça, c'est de dire ok, waouh, j'ai j'ai euh, euh, j'ai une 911 Turbo S, mais là, mon voisin ou un pote, il a la GT3 RS. Donc, parce que c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe. C'est, à part, quand tu n'as pas suffisamment d'éducation par rapport au fric, tu vas juste toujours être envieux de celui qui a plus. Mmh. Raymond Aron avait écrit un bouquin qui s'appelle ah merde, c'est quoi? C'est pas les désillusions du progrès ou un truc comme ça. Il avait analysé le communisme, il a dit c'est une belle idée le marxisme, mais c'est tout pourri, c'est tout corrompu. Et de l'autre côté, tu as le capitalisme. Et en fait, plutôt que rechercher le bonheur, les gens, ils sont juste frustrés de ne pas avoir accès à des choses. Donc, on peut aller sur le personal branding, parce qu'en fait, ce truc de tu veux avoir accès à des choses, mais fixe-toi une réalité qui est si tu t'aimes pas toi déjà à la base, si t'es pas en phase avec qui tu es, c'est clair que toutes ces histoires de personal branding, parce que oui, c'est une excellente idée d'aller en personal branding, sauf que il faut que tu dissocies absolument ce que tu représentes pour les gens et qui est toi. Donc maintenant, Mmh. si t'es pas bien dans ta peau, si t'as des araignées au plafond et que t'as plein de problèmes à régler, si t'as pas tété le sein de ta mère assez longtemps, j'en sais rien, alors c'est sûr que ça, gère, d'accord?
Encore une fois, nous, Janix, ça n'existait pas, trauma. Tous ces cités, il fallait que tu gères. Donc, gère. Mais une fois que, et Paul là, et je l'ai, que on a compris que tout le monde a le droit d'avoir une opinion, mais que toutes les opinions ne se valent pas, et qu'on accepte que tu attaques que je représente, mais que ça n'a rien à voir avec qui je suis moi. Et c'est là où Antoine, je pense, bloque, et Paul ne bloque pas. Enfin, dis-moi si je me trompe, Paul, mais ton niveau d'en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent de toi, c'est réel, c'est pas du fake. Ouais, non, bah, c'est en fait, je saurais pas trop comment l'expliquer. En fait, c'est pas que j'en ai rien à foutre parce qu'évidemment, je fais quand même attention à l'image que je renvoie, notamment, j'essaye de, tu vois, de démontrer mon expertise par X ou Y manière, mais d'un autre côté, je veux dire, si quelqu'un à un moment, en fait, c'est-à-dire que si je reçois un commentaire négatif, je vais me dire d'où ça vient, pourquoi, et si c'est pas extrêmement objectif et construit, je me dis: «En fait, il y a forcément du ressentiment derrière, je sais pas d'où ça vient, c'est pas mon problème, mais sa remarque est un peu biaisée, il est un peu en souffrance et j'y peux rien» et voilà, quoi. Mais après, ça m'arrive quand même de prendre des remarques à cœur, mais elles sont assez rares, quoi. Parce que je pense que la plupart, je les juge vraiment, peut-être pas très objectives ou tu Et vois? Je puis sais pas. pour rebondir là-dessus, moi du coup j'ai pas de visibilité en vrai. Par rapport à Paul et par rapport à... On a interviewé Amandine Barthes là-dessus qui a vraiment beaucoup de visibilité. Et franchement, ça fait mal de se prendre des insultes pour tout le monde, tu vois, ça fait chier. C'est juste que pour moi, voilà, t'es obligé de faire des concessions. Tu peux pas être dans le kiff, en même temps, tu fais la guerre et en même temps, tu t'es en plein kiff, tu vois. Il y a un moment, il faut choisir. C'est pareil quand tu montes, tu parlais d'équipe et tu disais, j'ai jamais réussi à vraiment monter, ça me faisait trop chier. C'est parce que justement, tu t'es mis dans cette situation, tu t'es mis dans la guerre, tu vois. Et t'es obligé de passer par là. Et même, tu vois, Paul, je pense que t'as raison. Il faut avoir ce move de, ok, je m'en fous, c'est comme ça. Mais malgré tout, ça reste un sacrifice, tu vois. Et Paul, je pense pas que t'aies vraiment eu de bad buzz, contrairement à Amandine, par exemple, qui a vraiment pris cher. Si, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait, justement, je sentais qu'en disant, ce que je voulais dire, notamment sur X, bon d'ailleurs, personal branding de manière générale, je pense que X, c'est vraiment là où il y a le plus de négatifs et le moins de positifs, hein, clairement. Moi, mais j'ai eu 2-3 moments, un peu de «drama» entre gros guillemets, bah, c'était clairement sur X et beaucoup moins sur, Oui, LinkedIn, YouTube. D'ailleurs, YouTube, je pense que c'est le j'hésite truc le aussi. plus simple parce que les Ouais. gens t'écoutent vraiment, mais bon bref et et ouais, si j'en ai eu quelques-uns, mais franchement, en fait, en plus, je voyais ça comme des opportunités, de progresser, et d'être encore plus serein avec moi-même. Ça, c'est peut-être, parce que je suis un peu, mindfuck par le dev perso depuis, depuis le lycée, mais je me suis dit: «OK, là, je prends cher, là, ce que je ressens actuellement, c'est pas hyper plaisant, mais en fait, je sais que je vais arriver à traiter ça et au final, j'en repartirai que plus serein», tu vois? Puis au fur et à mesure, du coup, tu te détaches de ça, je trouve et tu t'entraînes, enfin, je sais pas. Ouais, mais vous avez fait, Amandine et toi, des erreurs, une erreur fondamentale, fondamentale, qui est que pourquoi moi je me suis pas pris quand j'ai démarré, tout le monde a kiffé, parce que tu as 2 options. Ch Le fake it until you make it à la Hollywood, super. Sauf que comment tu vas arriver en disant: «Ouais, moi je sais des trucs, je vous explique comment faire». Et je t'ai taclé 2-3 fois parce que tu racontais des conneries, au tout début. Et Amandine, j'ai pas fait partie de ceux qui l'ont défoncé, mais c'était tout à fait légitime parce qu'elle racontait des conneries. Or, si tu le fais de façon différente, comme je l'ai fait moi, en disant: «Je sais pas les gars, je sais pas ce que je fais, ça fait 3 mois que j'ai découvert le truc, mais je documente mon cheminement». Imaginons, tu vois, tu démarres, tu viens apprendre ce que j'ai fait, tiens, avec le VTT de descente. J'ai démarré à 45 balais et j'ai posté toutes les merdes, toutes les chutes, pas toutes mes chutes, toutes celles qui étaient en GoPro, tu vois. Ouais. Et donc, 10 ans plus tard, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui me demandent des conseils. Comment faire? Je dis, mais je suis pas coach, je suis pas. Et je vois tous les autres qui sont des anciens pros ou des pros wannabe ou des coachs de 40 ans, mais les gens préfèrent mon conseil
parce que du point de vue empathie, c'est... Ouais, tu vois, tu documentes ton aventure. Parce que le problème, quand t'es pas trop, ben justement, quand tu racontes des conneries, parce que tu arrives avec... Donc oui, juste tu vois, en fait, le truc, c'est que si tu documentes ton cheminement, tu apprends quelque chose, tu partages comment tu apprends cette chose, et après tu deviens bon, plutôt que d'arriver en mode fake it until you make it, tu verras qu'il y aura beaucoup moins de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait, hein. Je vois tout à fait. Mais, est-ce que tu te souviens un petit peu des posts où tu avais commenté, où tu m'avais dit un truc par rapport à ce que je disais? Parce que je sais que quand même, mon niveau de communication, j'ai essayé de l'adapter Non, avec mon niveau de je me rappelle plus, c'était des détails techniques, c'était des trucs, ouais, c'était des trucs à la limite, c'est ça le truc, où personne n'en a rien à foutre. Il y a que il faut avoir un niveau suffisamment élevé pour relever que c'est pas tout à fait ça. Je sais pas, par mmh, exemple, admettons que tu aies adopté le Domain Authority, d'accord? Tu dis, ouais, moi je suis fan du Domain Authority, je suis fan du DR de Href. Ben, moi je vais dire, c'est un mythe, c'est une connerie. ouais, ouais. OK. Non, mais je vois bien. Parce que c'est vrai que ça, j'ai essayé de faire le bon compromis, mais bah, peut-être que je m'y suis mal pris ou que ça aurait pu être mieux fait, hein, c'est possible. Mais entre communiquer le plus tôt possible et justement, pas trop, pas prétendre être ce que je ne suis pas et c'est vrai que, par exemple, au départ, même sur LinkedIn, je faisais jamais de post méthode, entre guillemets, un peu étape par étape pour ranker. Je faisais plutôt qu'est-ce qu'un backlink, la définition, où je pouvais pas trop me tromper, tu vois? Parce qu'au début, je pouvais pas, même les analyses YouTube. Sur YouTube, je faisais vidéo de 5 minutes, voici, l'outil gratuit d'Ahrefs qui vous permet de rechercher des mots-clés. Là où aujourd'hui, je vais plus faire analyse d'un site, et cetera. Enfin bref, mais je profite de ce petit moment pour faire un rappel sur les sponsors, du podcast. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez des liens vers Odoswitch, Linkuma et Toast SEO, pardon. Ça se trouve en description, donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis voilà, merci beaucoup à eux de soutenir, cet épisode. Moi, Et toi, ce que je tu veux suis dire? désolé, je vais devoir déco. Mais en vrai, c'était sympa cette petite discussion. Merci beaucoup, Laurent. Je sais pas, Paul, si tu veux Antoine à continuer. badminton. Tu joues pas au Non, paddle? badminton. Badminton, Non, c'est justement. c'est un peu Yannick, ça. C'est Gen Z, c'est pas paddle, non? J'ai eu une discussion là-dessus. Et crois-moi, le badminton, c'est mieux que le paddle. Même en état d'esprit. Tout ce que je sais, c'est que les filles au paddle, elles sont... Ouais. Elles sont pas Mais de ouais. Je sais pas comment elles Bon. sont au badminton aujourd'hui, mais celles du paddle que je vois, waouh. Bah, Antoine, on va te laisser, filer. Hem, je m'adresse là aux internautes, si ça vous dit, parce on avait d'autres questions de prévues. On avait aussi pas mal de questions internautes. Si jamais, je sais pas si Laurent, toi, c'est possible, dans les prochaines semaines, prochains mois, on a le temps de faire un épisode 2 si ça te dit. Mais, on peut Ah tout oui, à fait il y avait effectivement, on est parti dans tous les sens. Il y avait toutes ces questions, dont pas mal de trolls sur X. j'en ai scellé j'avais mis des petits cœurs sur les questions, 1er degré comme ça, Mais on peut je pas les avais mis. continuer. Si Antoine s'en va, on est obligé de couper. C'est lui le Non, maître vous pouvez du... continuer. Mais après, si vous voulez faire un épisode En 2, soi, moi, ça je peut suis OK aussi. continuer, mais c'est surtout que moi, de mon côté, je pense que je vais pas tarder à aller manger aussi, Ben, on y va, on fait un épisode 2 avec les questions. Effectivement, ce qu'on va faire même, on pourra démarrer, puisque là, on a papoté un peu de tout et de rien. Euh, on pourra juste focus justement sur. Je pense que j'ai pas mal de trucs à vous dire sur cette histoire de personal branding, mais pour conclure, moi, je vais dire, tu peux faire du marketing, tu peux faire, enfin, Samsung, ils font pas de personal branding, d'accord? Qui est le boss de Samsung, on s'en fout. Donc ça existe aussi, ça, ou Red Bull, tu vois. Mais après, c'est sûr que le personal branding, si t'as ce qu'il faut pour, si t'as compris que, moi, je t'ai dit que c'était du branding version new-yorkaise. Pourquoi? C'est parce que je l'ai choisi, mes ennemis. Il y avait un autocollant sur mon ordi qui disait I love haters. Et Stéphanie, ma collaboratrice, me dit mais non, c'est un mensonge. Toi, tu les fabriques, les haters. Tu les aimes pas. Mmh. Donc, à partir du moment où tu as compris que la haine des autres,
ça fait, c'est bon qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, ça n'existe pas. Je peux te spinner n'importe. Tu peux me sortir le plus gros porc qui est en tôle pour le reste de sa vie et je peux te trouver comment le spinner en positif pour sa cible en tout cas. Parce que je suis sûr que c'est pas le seul gros porc. Il y en a des millions comme lui. Donc s'il a envie de servir de martyr pour ces gens-là, et c'est tout. Une fois que tu as compris que tu as juste à t'intéresser à ceux qui sont sur la même fréquence que toi, si tu veux t'intéresser à la mécanique quantique et comprendre un petit peu un autre référentiel que la physique newtonienne. T'as des noms de marques qui te viennent en tête quand tu étais à New York? C'était des boîtes de nuit, c'est ça? Des trucs un peu en mode alcool, nuit, etc., non? Là, pour qui je bossais? Ben, je te dis. Ouais, sur du branding. Ben, mon pote, si tu cherches Peter Gatien, Gatien, tu vois déjà le mec, il avait perdu, il est canadien, il avait perdu un œil au hockey sur glace, donc il avait et c'était le roi de la nuit, le Limelight, le Palladium, Club USA, et moi j'étais au Tunnel. Tunnel, c'était le dimanche soir, Funkmaster Flex au platine. Avec donc Biggie, toute cette époque, la plus belle époque du hip-hop, quoi. Et ça, le dimanche, c'était pas ma soirée, mais le vendredi et le samedi soir, c'était, oui, 6000 personnes, il fallait la remplir, la boîte de nuit, quoi. Mais après oui, dans les belles histoires de branding, juste rapidement, dans combien de temps il faut que tu files? Moi, j'y vais, moi, mais je vous laisse terminer. Attends, j'ai 30 secondes, regarde. Vas-y. Kamel, comment tu viens nous voir et nous disent on veut devenir célèbre? On leur dit Joe Camel, là, le chameau avec le perfecto et la banderole jaune, ça va pas le faire dans le milieu branché à New York. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir nos potes patrons de bars, restaurants et boîtes de nuit branchés. On leur filait $3000 pour investir le lieu. Et les employés pouvaient fumer ce qu'ils vous voulez en dehors du boulot, sur le lieu de travail, de la Camel partout. Ok. Première année, 250 000 euros de budget. Troisième année, 64 millions de dollars de budget. Ah oui. Juste sur la micro-influence. Ok. Ah ouais. Pensez aux micro-influenceurs. C'est un peu galère à gérer, mais en termes réseau social, 3000 followers, 2-3 000 followers. Tout le monde a de l'influence. Le pouvoir de l'influence, oui, et je crois que personal branding, tu veux rester invisible, tu veux rester caché, c'est possible. C'est pas pour tout le monde le personal branding, mais si tu as ce qu'il faut et si tu comprends la valeur des haters, alors the sky is the limit. Rien n'est impossible. Et la mauvaise publicité n'existe pas. Magnifique conclusion. On va laisser Antoine filer à son badminton. Bon badminton, et puis effectivement, on peut reprogrammer. À la prochaine, du coup. Avec grand plaisir. Ciao, ciao.